Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Nous abordons aujourd'hui une question qui préoccupe tous les États du continent, la question de la migration irrégulière. Il y a même quelques jours, le gouvernement britannique a décidé de renvoyer tous les migrants africains en situation irrégulière sur son territoire dans un pays africain d'accueil, en l'occurrence le Rwanda. Une décision décriée par beaucoup, mais jugée utile et urgente par Downing Street. Comment les pays africains s'organisent pour faciliter alors le retour de leurs migrants, comment les migrants eux-mêmes arrivent à se réintégrer, comment encourager au retour des migrants et surtout dissuader les aspirants à l'aventure de la migration irrégulière et rester au pays. Pour répondre à ces questions, ils nous ont rejoint ici en studio, M. Niadou Niapo, président de l'ONG ou de l'Association pour la réinsertion des migrants de Côte d'Ivoire, l'AMCI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et avec nous aussi en studio, M. Hervé Ondry, vous êtes le président de l'ONG l'EISAD. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, l'EISAD, qu'est-ce que ça veut dire? L'EISAD veut dire tout simplement lutte contre l'immigration irrégulière, c'est quoi assistance et développement. Et notre mission, c'est de lutter contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, apporter les vraies informations concernant la migration irrégulière, la réalité des migrants qui traversent, que ce soit dans les pays de transit comme dans les pays d'accueil, partager ces informations réelles à l'ensemble de la population ivoirienne en particulier et africaine en général. Alors, en termes d'information, d'actualisation des données, on va dire, on sait depuis plus de 30 ans, on parle de ce phénomène, la migration irrégulière, migration clandestine et autres. Au départ, c'était des questions sécuritaires, politiques, on va dire la famine, le chômage. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les données ont évolué? Est-ce que la migration a baissé ou, on va dire, le phénomène continue d'enfler? Et il faut dire que après plusieurs années, les données ont changé, mais le phénomène prend de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types d'immigration. Les gens préfèrent plus aller vers le désert et la Méditerranée que de migrer de manière régulière. Avant, les gens migraient de manière régulière, mais maintenant, la migration irrégulière a pris encore de l'ampleur, malgré les campagnes de sensibilisation. Justement, c'est la question qu'on se pose. Malgré toutes ces campagnes de sensibilisation, ces politiques qui sont menées, on voit que davantage de personnes continuent à partir. Et ça dit que vraiment les conditions sont aussi difficiles que ça sur le continent africain? Il faut dire qu'en réalité, en Afrique, nous avons d'abord le problème de frontières institutionnelles. Et ce que j'appelle ici frontières institutionnelles, pour avoir un visa ici en Afrique, c'est vraiment un tas de problèmes pour tous ceux qui désirent transiter ou effectuer des voyages vers l'Occident. Donc du coup, cette frontière institutionnelle, autant pour moi, va pousser la majorité à aller vers le chemin de la migration irrégulière. Pour eux, c'est le moyen le plus ou le moins coûteux qui peut leur permettre d'atteindre leur objectif. Donc ça aussi, c'est l'une des grandes causes de ce que le camarade Niadou vient d'évoquer tout à l'heure, puisqu'il a dit la migration irrégulière prend de l'ampleur et par rapport à la migration régulière. Donc c'est un constat vraiment clair face à la situation que nous traversons en ce moment face au phénomène du trafic illicite des migrants. Alors, je pense qu'il faut noter aussi que aujourd'hui les ambassades communiquent peu sur les moyens d'obtention des visas. Il y a peu de communication. Plus il y a des communications sur les obtentions des visas en fonction des différents pays, je pense que cela peut diminuer un peu le flux d'immigration irrégulière. Puisqu'aujourd'hui, les gens communiquent peu. Les gens n'ont pas d'informations. Aujourd'hui, pour quelqu'un même qui ne sait pas comment d'abord se procurer le passeport ivoirien, il ne connaît pas la procédure. Donc déjà, il se dit qu'en partant de manière irrégulière, il dépense moins. Pourtant, en empruntant ce chemin, tu dépenses plus. Donc moi, je pense que nos autorités doivent plus communiquer sur les différentes informations en fonction de l'obtention du visa. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et la Tunisie, il n'y a pas de visa. Il y a plusieurs pays où il n'y a pas de visa entre eux et la Côte d'Ivoire. Mais ces personnes que tu trouves dans le désert ou dans la Méditerranée, ils n'ont pas ces informations-là. Ils se disent que passant soit par le Mali ou bien le Niger, par le désert,
c'est encore plus facile pour eux. Donc moi, je pense que si les gens communiquent plus, si ces facteurs-là, ça peut quand même faire un effet si cette migration est régulière. Donc déjà cette question d'information, parce que on entend aussi ça et là pour quelqu'un par exemple qui va quitter la Côte d'Ivoire ou le Sénégal pour aller dans un pays européen, la personne va débourser environ 3 500 000 ou même plus. On se dit mais pourquoi ne pas utiliser ces fonds pour développer quelque chose, une activité régénératrice de revenus ici en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, et mettre tout cet argent rien que pour pouvoir passer les frontières et aller en Europe. Oui, justement, c'est en cela que nous allons parler plutôt de l'ignorance. L'ignorance parce que le jeune africain aujourd'hui qui nourrit l'idée d'aller coûte et coûte en Occident ou en Europe, croyant que c'est là-bas se trouvait l'Eldorado, ne sait pas ce qu'il attend en réalité de l'autre côté. Quand je dis l'autre côté, d'abord, sur le parcours migratoire, il y a le premier point, il faut passer par les pays de transit. Et avec tant de risques, jusqu'à ce qu'ils arrivent soit dans les pays d'accueil. On connaît plus ou moins le dégât que ce phénomène a créé jusque-là. Mais pourquoi économiser tant d'argent et prendre autant de risques pour, je dirais, en guillemets, un mythe. Voilà. Parce que si vraiment l'Europe apportait la richesse, comme on le dit ou comme on le pense, tous ceux qui sont partis depuis que la migration irrégulière a pris de l'ampleur, je pense que chaque famille en Afrique allait avoir des maisons, des richesses, mais c'est tout à fait le contraire. D'où aujourd'hui, nous, en tant que migrants de retour, qui avons eu l'idée de fonder des organisations afin de sensibiliser la population, nous insistons là-dessus. Nous, on n'empêche personne d'y aller, mais toujours est-il, quand tu veux partir, il faut savoir aller. Il faut savoir partir. Dans quel but je pars d'ailleurs? Parce qu'on ne part pas aussi en Europe parce qu'il faut partir. Si dès le départ, tu n'as pas de formation à la base, tu n'as pas de connaissances à la base et que tu te jettes, tu te projettes sous prétexte que j'arrive en Europe, je vais me faire suffisamment d'argent. À un moment donné, on a vu un peu la politique du président Sarkozy qui parlait de migrants choisis. On prend des migrants formés en Afrique qui ont la compétence, les qualités pour aller en Europe. Par contre, aujourd'hui, ceux qui se disent qu'étant en Europe, ils vont pouvoir s'en sortir, vous n'avez aucune connaissance, aucune formation, mais vous allez traîner dans les rues de Paris ou de l'Europe. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. On sait aussi que ces conditions, en tout cas de transit, de trajet, sont assez difficiles. Vous qui encadrez aujourd'hui ces migrants à revenir, est-ce que vous avez des exemples de difficultés que ces personnes ont vécues? Et il faut noter que d'abord, nous, on a vécu des difficultés. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, les gens ont compris. Comme il l'a si bien dit, et les gens déboursent assez de moyens pour pouvoir partir. Mais une chose est sûre aussi, il faut savoir que les gens ne se déplacent pas peut-être avec les 3 millions, les 4 millions, puisque les gens prennent la route en fonction de certaines destinations. Le gars, il peut partir avec 200 000. Il arrive au Niger, il travaille pour pouvoir peut-être avoir 200 000 encore pour continuer. Donc, à chaque fois qu'il fait escale dans un pays, il travaille pour pouvoir avoir un certain fonds. D'accord, donc la personne ne mobilise pas tous ses fonds dès le départ, c'est progressivement. Ça s'est fait progressivement. Et maintenant, quand il se retrouve peut-être dans une situation où il est incarcéré entre 4 murs, c'est-à-dire s'il est en prison, et que les parents maintenant décaissent de l'argent pour pouvoir le libérer de sa position, c'est tout ça. Quand ce dernier-là revient et qu'on lui pose certaines questions, quand il totalise, c'est là ça va dans la moyenne des 3 millions. D'accord, là c'est beaucoup plus clair. Et on sait aussi qu'il y a d'autres, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui partent en espérant trouver là-bas l'Eldorado, en tout cas une manne financière pour revenir aider le pays. Et je vais vraiment m'appuyer sur votre cas, ce livre que vous avez produit, Migrants devenus esclaves, comment Drogba m'a sauvé. Alors vous, l'expérience que vous tirez de cela, qu'est-ce qui s'est passé
qui vous a poussé à revenir? Est-ce que c'était un retour volontaire d'abord? Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Est-ce que c'était un retour volontaire? Oui, c'était un retour volontaire parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'espoir. Et puisqu'il n'y avait plus d'espoir, pourquoi rester dans un pays, souffrir pendant que j'ai un pays, pendant que j'ai une famille? Et j'ai décidé de retourner en Côte d'Ivoire. Et je vous explique une anecdote. Lorsque j'étais enfermé au Koweït, et à un moment donné, le policier avec qui j'ai eu la chance d'échanger pour m'aider à trouver la solution face à mes problèmes, il m'a proposé de retourner dans le désert, aller travailler. Je lui ai dit non, monsieur, je retourne en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai dit je retourne en Côte d'Ivoire, il a tiqué, il m'a demandé ben, Côte d'Ivoire c'est où? Il dit vous ne connaissez pas Côte d'Ivoire? Il dit non. Il dit Sarraj, ça m'a fait mal. Lui ne connaît pas ça. Côte d'Ivoire en arabe. Et là maintenant j'ai commencé à réfléchir. Il dit ben, et si je lui disais le nom d'une personne en Côte d'Ivoire qui est plus connue dans le monde entier, peut-être qu'il peut reconnaître la Côte d'Ivoire. Et là, je fais sortir le mot, je viens du pays de Drogba Didier. Il tire sa tête et il me demande, Drogba, en Tabila, ça va, Drogba, vous venez du même pays? Je dis oui. Il dit, ah, Kalas, ma fille mouchki, allez, c'est comme ça que je retourne en Côte d'Ivoire. Et pendant que je parlais avec le monsieur, je sentais, c'est-à-dire que le désir pour moi de retourner rapidement en Côte d'Ivoire. Et là, en ce moment-là, je voyais la Côte d'Ivoire comme le vrai Eldorado. Et je retourne en Côte d'Ivoire. Et à partir de là, je dis, ben, et si je m'assois sans rien dire, fermer ma bouche, je pense que beaucoup de jeunes seront trompés et mourir puisque d'autres meurent là-bas. Donc, à partir de là, je prends mon temps et j'écris ce bouquin intitulé Migrants devenus esclaves, comment Drogba m'a sauvé, une histoire vraie d'un survivant. Donc, vous avez en face de vous aujourd'hui un survivant, quelqu'un qui a dû traverser la souffrance, qui à un moment donné n'espérait retourner dans son pays vivant, mais grâce à Dieu, je suis là aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons décidé de mener ce combat, parce que c'est un combat. Laisser la jeunesse aller mourir, souffrir ailleurs, pourquoi ne pas vraiment faire quelque chose? Et justement, une fois que vous revenez en Côte d'Ivoire, dans votre pays d'origine, comment est-ce que la réinsertion se passe? Est-ce que votre retour est facilité? Est-ce que les conditions pour vous remettre dans la vie active sont facilitées, ou bien c'est encore à vous-même de lutter? Il y a des conditions, on va dire, publiques, des politiques pour vous inciter? Que d'abord, la réinsertion, c'est d'abord la famille. D'accord. C'est d'abord la famille parce que tout va de là. Lorsque l'État de Côte d'Ivoire et l'OIM s'organisent pour faire revenir des gens, il y a un dispositif qui est mis en place. Après ça, on reçoit des pécules pour que chacun puisse rentrer en famille. Et après, l'OIM met un processus de réintégration en place. Il faut déjà maintenant peut-être réfléchir à un projet par la suite et on t'accompagne. Donc, il y a certains parmi nous qui n'ont pas pu s'intégrer. Pourquoi? Parce que tout dépend de la famille. Lorsque tu viens, que tu es bien reçu, parce qu'aujourd'hui, tout est miroité au niveau de l'Europe. C'est la désinformation aujourd'hui qui est à la base de tout. C'est-à-dire nos grands frères qui sont de l'autre côté, ils n'ont jamais donné de bonnes informations. Donc quand ces personnes-là s'élèvent et se retrouvent dans le désert de la Libye ou bien dans les prisons de la Libye, et l'État de Côte d'Ivoire et l'OIM met des dispositifs en place pour entrer, il faut savoir que ces personnes-là avaient déjà un rêve. Donc quand ils reviennent, ce n'est pas facile pour eux de s'intégrer dans le tissu social. Donc c'est la famille d'abord, la famille, les amis, et par la suite, l'État de Côte d'Ivoire et l'OIM peut réagir. Parce que si d'abord de manière psychologique, ça ne va pas, ce sera difficile pour toi de t'intégrer dans le tissu social. Donc l'aspect psychologique et familial, un aspect important. On va suivre dans cet élément qui va passer la réaction, en tout cas du directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, qui nous dit un peu le cas de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les choses sont facilitées pour permettre aux migrants d'avoir une formation et une réintégration réussie? J'avoue qu'il y a une certaine longueur d'avance au niveau de la Côte d'Ivoire sur ces problématiques en termes d'organisation de retour et de réintégration durable. Ça a été bien indiqué, l'ensemble des ministères, il y en a même qui ne sont pas ici aujourd'hui, l'ensemble des ministères qui sont impliqués sur la question des retours
mobilisés travaillent dans un cadre conjoint qui est bien défini et qui fonctionne au quotidien. Il y a des réunions qui se font avant le retour, pendant le retour et même après le retour. Aujourd'hui, le défi de la Côte d'Ivoire sur la question de la réinsertion, c'est ce qu'on appelle le suivi du post-référencement. C'est-à-dire que quand vous avez recueilli des Ivoiriens qui sont venus et que vous voulez les réinsérer, ils n'ont pas les mêmes problèmes les uns les autres. En fonction des problèmes des uns et des autres, il y a un référencement qui est fait à des structures. En termes simples, si un migrant de retour a besoin plutôt de reprendre des cours autres qu'une réinsertion socio-économique, il faut pouvoir le référer à une structure dédiée, qui est peut-être du ministère de l'Enseignement supérieur ou du ministère de l'Éducation nationale, ou même de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en fonction justement du besoin. Ce cadre existe. Et une fois que vous avez réussi ce référencement, il faut veiller à ce qu'il y ait un suivi de référencement pour qu'à terme, il y ait vraiment une réintégration sociale réelle. Alors, il faut bien faire la nuance entre la réintégration sociale et la question de l'insertion. C'est des défis qu'il ne faut pas confondre. Le gros défi, c'est la réintégration sociale avec l'ensemble des ministères qu'on a définis là. Ensuite, la question de l'insertion socio-économique, qui est un autre pan de la question. Et pour ça, il y a un cadre de travail qui existe, qui est interministériel et qui fonctionne comme je l'ai indiqué. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une approche de l'Union africaine qui va aussi dans ce sens-là. Nous, ça ne peut que nous conforter ou réconforter dans nos démarches. Alors, messieurs, on vient de suivre cet élément. Quelles sont vos réactions par rapport à ces initiatives? On le voit en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Maroc, des choses se font. Mais aujourd'hui, tous les pays de l'Union africaine essayent de créer un cadre harmonieux de politique de retour des migrants. Comment vous accueillez cela? Tout d'abord, je voudrais dire merci à l'État de Côte d'Ivoire pour les efforts que l'État fournit. Pour le retour, d'abord, c'est quelque chose d'énorme parce qu'il faut débourser des fonds pour le retour, le rapatriement et encore les prises en charge dès l'arrivée des migrants. Ensuite, le directeur a parlé de la formation, d'abord le référencement, la formation et l'accompagnement social de tous ces migrants qui arrivent. Ça demande vraiment assez d'argent, un gros budget pour faire tout ce travail. Et encore, le deuxième volet, c'est que en tant que président de l'ONG l'ESAD, je suis ravi aujourd'hui de voir que en général, l'Union africaine en train de prendre des mesures pour relever ce défi. Parce que c'est ce que nous, en tant que migrants de retour, nous attendons depuis fort longtemps. Quand j'ai vu des migrants vendus en Libye au XXIe siècle, qui a suscité la colère du monde entier, et nous avons vu seulement qu'un seul président, Paul Kagame, qui a envoyé des émissaires en Libye pour aller prendre un certain nombre de migrants envoyés au Rwanda. D'où aujourd'hui, si l'Angleterre prend des mesures pour faire retourner les migrants africains vers ce pays, c'est parce que d'une part, dès le début, il y a eu cette volonté. Donc aujourd'hui, le fait même de voir l'Union africaine prendre ces mesures, moi, je pense que c'est à saluer. C'est à saluer, justement. Vous avez évoqué une question importante. On a vu la Grande-Bretagne décider de rapatrier, en tout cas, tous les migrants africains en situation irrégulière sur son sol au Rwanda. Vous, comment vous accueillez cette décision? Et moi, je pense que déjà, l'idée est bonne, du fait que c'est un pays africain. Aujourd'hui, nos États prennent conscience de tout ce qui est comme migration irrégulière. Et il faut dire qu'aujourd'hui, les gens communiquent, les États communiquent. Donc déjà, si les gens, peut-être la Grande-Bretagne prend cette initiative de rapatrier tous les ressortissants africains au Rwanda, quand les gens arrivent, il y a toujours un dispositif qui est mis en place. C'est vrai qu'ils arrivent au Rwanda, mais il y a un dispositif. Parce que même quand tu es rapatrié dans un État qui n'est pas ton État, lorsque tu arrives, il y a le consulat qui est là, auquel tu peux t'adresser. Il y a l'OIM qui est là, auquel tu peux t'adresser. Donc, tout compte fait, moi, je pense que du fait que ces personnes-là soient en difficulté et qu'ils arrivent à rentrer dans un État africain, à partir de cet État-là, ils peuvent facilement rentrer chez eux parce qu'au fait, c'est l'information que les gens ne donnent pas. C'est dit qu'ils sont rapatriés au Rwanda, mais derrière, il y a quelque chose. Toujours est-il dit qu'il y a un dispositif qui est mis en place. Parce que quand ils vont arriver au Rwanda, le président rwandais ne va pas les prendre en charge
puisque ce ne sont pas des ressortissants. Parce que moi, je me rappelle bien, lorsque le rapatriement a été fait au niveau de la Libye, il y avait des gens qui étaient en extrême détresse. Parce que quand tu te retrouves en prison avec tous ces morts et que tu n'arrives pas peut-être à avoir ton consulat pour pouvoir te faire identifier, tu peux aller te faire identifier dans un autre État. Tout compte fait, on est tous Ivoiriens, on cherche à rentrer. On est tous des Africains. Quand tu rentres, au niveau de l'aéroport, il y a un dispositif qui est mis en place. On te pose la question, tu viens de quel pays? Tu es de quelle nationalité? On t'enregistre directement. L'OIM prend toutes ces dispositions pour te ramener chez toi. Donc, tout compte fait, moi, je pense que du fait que déjà les États, les présidents africains se sont réunis, c'est parce qu'ils ont vu qu'il est très important déjà entre eux-mêmes de communiquer. Parce que l'Afrique subsaharienne est frappée par une pauvreté énorme qui pousse aujourd'hui toutes ces personnes qui se déplacent là à répondre à un emploi pour pouvoir satisfaire le besoin essentiel. Et c'est ce besoin essentiel-là que les gens recherchent, raison pour laquelle les gens se déplacent. Mais généralement en Afrique, quand les gens se déplacent, les gens se disent qu'il faut se déplacer comme ça. Non, il faut d'abord se faire former. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'État ivoirien a compris. Aujourd'hui, quand j'entends le DG parler, moi je suis ravi parce qu'on a fait partie des premières personnes qui ont été encadrées et ça a été une belle initiative. C'est-à-dire l'idée, c'est de respecter le processus. Respecter le processus. Et aujourd'hui, donc on va dire, ce sont des choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à améliorer en plus, où ce dispositif déjà permet à tous ceux qui sont à l'extérieur de rentrer sereinement? Il y a maintenant des opportunités pour tout un chacun sur le sol ivoirien grâce à ce processus. Ce processus, moi, je pense qu'il faut beaucoup communiquer là-dessus. Il faut beaucoup communiquer parce que d'abord, pourquoi je parle de la communication? Les gens n'ont pas d'informations. Aujourd'hui, moi, je peux avoir un certain nombre d'informations que je peux peut-être, pendant mes activités de sensibilisation, que je peux partager. Mais moi, je pense que, hormis ça, il doit y avoir des débats sur ces structures-là. Parce qu'il y a l'école même de la deuxième chance. Je pense que le processus, comme l'a dit tout à l'heure, il faut renforcer le processus. Parce que je prends un exemple, tous ceux qui sont revenus de la Libye. Aujourd'hui, si on veut vraiment mener une enquête des gens qui ont été réinsérés après leur arrivée en Côte d'Ivoire, il reste combien de jeunes aujourd'hui qui sont en activité? Parce que si il n'y a pas de suivi, ils vont dire dans les rapports que nous avons financé à hauteur de temps tel nombre de migrants de retour. Mais en réalité, combien de personnes qui sont restées? Est-ce que les mêmes migrants qui ont été hier aidés pour retourner dans leur pays, et à un moment donné, ils ont reçu soit un peu de fonds pour créer leur propre business, leur activité, afin de pouvoir rester, sont tous là aujourd'hui. Donc, à ce niveau, moi, d'une part, je demande à ces structures, ces organisations qui, d'abord, aident ces migrants à retourner, ensuite les aider à se prendre en charge dès leur retour, de chercher plutôt aussi à bien faire les enquêtes de moralité de tous ces migrants. Je prends un exemple pour un migrant qui a, avant de partir, qui a eu recours à la famille qui, dès le départ, a vendu soit un terrain, ou des terrains, ou des plantations, ou des biens, des maisons, rien que pour financer son voyage. J'ai écouté le président Yadou qui disait tout à l'heure que dès le retour, le premier obstacle, c'est la famille. Parce qu'il faut que la famille t'accepte. Toi, tu as décidé de retourner volontairement parce que tu souffres de l'autre côté. Mais et si la famille n'a pas accepté ton retour, c'est très difficile pour une telle personne d'être intégrée dans sa propre famille d'abord ou dans sa communauté. Donc, c'est à ce point-là, il faut penser d'abord à écouter là-bas sur le terrain avant de ramener ces personnes. Ceux aussi qui ont, à un moment donné, ont dû soit voler de l'argent, excusez-moi, en guillemets, qui ont détourné de l'argent avant leur départ. On faisait une caravane l'année surpassée et nous sommes arrivés à la gare de Bassam et nous avons écouté des transporteurs que oui, ce travail que vous êtes en train de faire, c'est vraiment à saluer. Pourquoi? Parce que parmi nous, des transporteurs, il y a ceux-là même à qui on a confié des véhicules
pour travailler, mais en retour, qui ont vendu ces véhicules-là pour payer le voyage. Aujourd'hui, ces personnes ne peuvent pas retourner parce qu'ils savent, s'ils retournent, il y a la justice qui les attend. Donc, il y a tous ces paramètres. D'abord, il faut travailler dessus avant de vouloir faire retourner des gens. Parce que si j'arrive, par exemple, en Côte d'Ivoire, et que je sais que ma ville de départ est Daloa, et que je sais qu'à Daloa, à un moment donné, avant de partir, j'ai soit pris des crédits, ou j'ai même eu recours à la famille, que la famille attend mon retour triomphal, et que je viens d'un retour où tout le monde ne s'y attendait pas, c'est un obstacle pour cette personne de retourner à Daloa. Il vient en Côte d'Ivoire, mais il préfère rester soit à Abidjan ou dans une autre ville parce qu'il sait que s'il retourne de l'autre côté, il y a un problème. Donc il y a tous ces paramètres. Et de deux, l'État de Côte d'Ivoire, dans l'ensemble, avec tous les acteurs qui mènent ce combat, doit d'abord penser à créer des centres d'accueil, d'écoute et d'accompagnement, de socialisation pour rendre le travail qu'ils sont en train de faire efficace. En tout cas, nous retenons ces contributions. Je ne dirais pas que ce sera la dernière contribution. On arrive pratiquement au thème de cette émission. Donc, je vais me tourner vers vous, M. Niadou Niapo. Est-ce que vous pensez, en plus de tout cela, ces questions de retour, est-ce que ça permet, selon vous, de dissuader de nouvelles personnes d'aller à l'aventure? Non, le retour ne peut pas dissuader quelqu'un des partis. Moi, je pense que c'est la réintégration et la réinsertion. Parce que la meilleure campagne de sensibilisation, c'est la réinsertion et la réintégration. Parce que lorsque quelqu'un est stable dans son activité, c'est un bon exemple de sensibilisation. Aujourd'hui, moi, je suis venu, ça fait pratiquement 7 ans. J'ai pu m'insérer dans le tissu social. C'est un exemple de sensibilisation. Je mène des activités, je fais certaines choses à l'endroit des migrants de Côte d'Ivoire. Mais après ça, ceux qui viennent, il faut les orienter, il faut leur donner la bonne information. Et nos frères qui sont de l'autre côté aussi doivent mener ce travail-là. Donc le plus important, moi je pense que ce qui peut mettre un obstacle à ça, la meilleure manière de sensibiliser, c'est de former, emmener ces personnes-là à être stables. C'est tout. Emmener ces personnes à être stables, je retiens en tout cas 4 notions qui sont revenues assez souvent au cours de nos échanges. Vous avez parlé de partager la bonne information, que ce soit de ceux qui résident de l'autre côté ou même sur le sol ivoirien ou le sol africain. Le partage de la bonne information, il faut une assistance sociale pour ces personnes qui reviennent pour pouvoir les réintégrer, mais aussi une assistance psychologique en plus de tout ce qui est mis en place. Et enfin, la formation pour permettre même aux personnes ici sur le continent de se débrouiller, de vivre par eux-mêmes ici et non aller chercher ailleurs. Formation pour ceux qui veulent aller forcément vers d'autres aventures dans le cadre de la migration, mais que ce soit une migration régulière, se faire former et aller de l'autre côté pour des postes pour lesquels ils sont outillés. Messieurs, merci en tout cas pour vos contributions. Je rappelle que vous êtes Hervé Ondry, président de l'ONG Leizad, et avec nous il y avait M. Niadou Niapo, président de l'ARMCI. Merci en tout cas pour vos contributions. Et le débat se poursuit chez vous, mesdames et messieurs. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.